19h, Yorana, je suis heureuse de vous retrouver ce soir. À la une de l'actualité de ce lundi, harcèlement moral, autoritarisme à la direction territoriale de la police nationale. Des officiers dénoncent les méthodes de management de leur directeur. L'intéressé dément. Vous entendrez des témoignages exclusifs dans un instant. Il est le seul et unique centre de rééducation du territoire. Tétiaré accueille énormément d'accidentés de la route. Ces patients ont vu leur vie basculer du jour au lendemain à cause de l'alcool ou de conducteurs imprudents. Ils nous partagent leur quotidien. Les prévisions météo devraient être plus précises en 2023 grâce à un satellite lancé par la NASA. Une petite révolution dans le monde de la météo depuis le 5 janvier dernier. On en parle avec la présidente directrice générale de Météo France, Virginie Schwartz, est en mission sur le territoire et elle est notre invitée ce soir. À la DTPN, plus rien ne va. Son directeur fait l'objet de plusieurs plaintes pour harcèlement moral. Des policiers brisent le silence pour dénoncer les conditions délétères dans lesquelles ils travaillent. Il faut que ça s'arrête avant qu'il y ait un drame, a confié l'un d'eux à notre équipe. Près d'une vingtaine d'agents seraient concernés. Mario Banner, lui, réfute toute accusation. Le reportage de Kaline Guénard et Jacques Damour. J'ai été victime d'insultes, de pression, que ce soit par courriel ou de vive voix. Harcèlement moral, menaces et dénonciations calomnieuses. Selon des témoignages recueillis, un climat anxiogène se serait installé au sein de la direction territoriale de la police nationale. Et c'est un climat de peur qui règne en ce moment. De mémoire de policier, c'est la première fois qu'il y a autant d'arrêts psychologiques au sein de la DSP. Il n'y a jamais eu autant. Et si je ne me trompe pas, il y a même une tentative de suicide. Avec tous les arrêts psy qu'on a eus, ça fait une baisse d'effectifs. Ça fait du travail qui doit être réparti sur les autres fonctionnaires. Les autres fonctionnaires pâtissent également de la pression que d'autres fonctionnaires subissent. Il serait 28 agents en arrêt maladie. Le syndicat FO Police avait déjà saisi l'inspection générale de la police nationale en 2020 pour un audit réalisé en septembre 2021. Fin janvier 2023, l'IGPN est revenu en Polynésie. Lors de notre rencontre avec la nouvelle commission qui est venue, tous les audits des départements et territoires sont sortis. Seule la Polynésie, ils ne savent pas comment expliquer que l'audit n'est jamais sorti. Et c'est ce qu'on a réclamé. Et depuis 5 mois, 2 officiers cadres de la police sont en arrêt maladie. Ce sont elles qui ont déposé chacune une plainte contre leur directeur en novembre 2022 et en février 2023. Il y a une très mauvaise ambiance au sein de la DTPN depuis un certain temps, des problèmes de management où on dénonce au niveau des agents un management brutal, clanique, avec des faits de discrimination, faits d'humiliation, de peur. Et ce management a créé beaucoup de dégâts aujourd'hui qui ont été dénoncés par notamment les médecins aussi de la médecine du travail qui suivent les policiers et qui sont remontés jusqu'au niveau du ministère de l'Intérieur et de l'IGPN qui a lancé cette inspection. Une de ces 2 officiers cadres fait actuellement l'objet d'une plainte pour injure à caractère racial. Des agents dénoncent ces faits qui se seraient déroulés de 2021 à fin 2022. Une procédure interne a été lancée en septembre dernier. Nous, on a cru comprendre qu'elle arrivait à son terme, qu'il restait à entendre la mise en cause. Et c'est là aussi où je tiens à préciser justement une chose, c'est que d'abord, ce n'est pas Alliance qui dépose plainte contre les officiers, mais ce sont bien les policiers concernés. Nous, on les accompagne dans cette démarche et ce n'est pas contre 2 officiers, mais bien une seule. Selon Maître Millet, les plaintes déposées par les 2 femmes officiers n'ont pas encore fait l'objet d'une enquête pénale. Quant au directeur de la DTPN, il n'a pas souhaité s'exprimer face caméra car une enquête est en cours. Il se dit toutefois blessé par cette situation. Et la permutation de 7 fonctionnaires métropolitains dits profilés pourrait amplifier ce climat anxiogène. Ces mouvements concerneraient des affectations basées sur des compétences particulières. Le député Temat Eilegaïk a déjà saisi le haut-commissaire de la République et le syndicat FO Police se dit déjà opposé et déclare attendre une réponse afin d'agir en conséquence. Ce fait divers mortel à présent, une touriste allemande a succombé à ses blessures après avoir été happée par l'hélice d'un catamaran. Cela s'est passé vendredi dernier. Selon les témoignages, le navire effectuait une manœuvre au cours d'une prestation. Les faits se sont déroulés à Matira, près du récif. On écoute ses réactions recueillies sur place par Tamatea Terurutua. Si tu es à un endroit où il y a beaucoup de coraux,
ça ne serait pas vraiment facile à manœuvrer le bateau avec le courant, la houle et le vent, c'est difficile quoi. Mais là, c'est vraiment triste. Et là, comme je viens d'entendre la nouvelle, pour moi c'est vraiment triste, peut-être pour la famille aussi. Je connais ce personnel, c'est du personnel qualifié qui est à jour de leur formation. Maintenant, il y a une enquête en cours. Il faut peut-être laisser l'enquête se faire pour déterminer exactement dans quelles conditions cela s'est passé. Et il ne faut pas tirer des conclusions tout de suite, mais il faut attendre le résultat de l'enquête. Une enquête est en cours justement pour déterminer les circonstances exactes du drame. Les accidents de la route se multiplient ces derniers jours. 6 morts sur les routes de Polynésie depuis le début de l'année. Un chiffre inquiétant pour la suite. 70 à 80% des accidents mortels sont dus à la présence d'alcool ou de stupéfiants selon les autorités qui multiplient les contrôles routiers. Les conséquences sont aussi parfois dramatiques pour les personnes rescapées d'un accident. Focus ce soir sur ces patients accueillis au centre de rééducation Tetiare avec Caroline Farier-Sandroli. La route tue. Et quand ils ne sont pas mortels, les accidents peuvent s'avérer graves de conséquences, comme pour Steven. Fauché sur son scooter l'an dernier par un chauffard, il s'en sort avec 2 fractures, mais la rééducation est longue. T'as eu mal encore après ? Non, ça va. Ouais, j'étais en scooter et le gars il était en voiture. Et en revenant du travail, le gars il ne s'est pas arrêté au stop. Et après, je l'ai tamponné. Ici à Tahiti, les jeunes ils font n'importe quoi là, sur la route. Des fois, ils n'ont pas la priorité. Quand tu les regardes, ils s'amusent quoi. Et aujourd'hui, tu es prêt à remonter sur un scooter ? Ça, on va voir. On va voir là, parce que j'ai toujours le choc dans la tête. Là. Marie, kinésithérapeute depuis 15 ans au centre Tetiare, voit passer les accidentés et leurs angoisses. Il y en a qui repartent avec des séquelles, il y en a qui arrivent à tout récupérer, il y en a qui récupèrent pas du tout. Mais je pense que ça change ta vie, c'est sûr. Donc du coup, il faut être prudent sur la route. La prudence, Marahiti en a manqué quand en décembre dernier à Huahine, il a conduit son scooter sous l'emprise de l'alcool. Aujourd'hui, il regrette. Je me suis cassé un pied et la colonne vertébrale. Ça m'a mis dans cet état. Dans un fauteuil roulant, c'est dur aussi. Quand tu bois trop, ou tu t'es pris la tête, tu es fâché. Faut pas prendre la route, quoi. Tu sais pas ce que tu fais. Tellement tu es fâché, tu as bu. Même moi, je me rappelle pas aussi ce qui s'est passé à ce moment-là. Ici, on ne peut pas prendre en charge plus de 8 patients blessés à la colonne vertébrale, mais les demandes augmentent et le personnel fait défaut. Pour l'instant, on n'a pas eu les moyens qu'on escomptait, puisque ça nous demandait de prendre plus de personnel, mais on va réitérer notre demande sur cette année, d'autant plus que les chiffres sont là. En métropole, on a à peu près 20 patients pour 1 million qui sont blessés médulaires, alors qu'ici, on est déjà à 110 quand on regarde le taux d'incidence. Ces accidentés ont la chance de bénéficier d'un accueil efficace au sein d'un établissement appelé à devenir centre de blessés médulaires de référence en Polynésie. Mieux prévenir les orages et les fortes précipitations grâce au nouveau satellite géostationnaire. À plus de 35 000 km au-dessus du Pacifique, le satellite suit le mouvement de la Terre et renseigne sur l'évolution du temps toutes les 10 minutes. Une vraie révolution météorologique. On voit cela avec Natacha Silagi et Jérôme Lee. Et si le ciel devenait moins cachotier ? Grâce aux images du satellite GEOS, dont les données arrivent toutes les 10 minutes directement ici à Faa'a via cette parabole, les météorologues de Polynésie peuvent traiter les photos qui ont 500 mètres de résolution et suivre les orages quasiment en temps réel. Vu par le satellite, la photo prise par le satellite il y a 10 minutes. Le satellite voit exactement la Terre de cette façon. En quoi c'est une vraie révolution pour les prévisions météorologiques ? Ça va nous permettre d'avoir une finesse au niveau de la localisation de tous les phénomènes pluvieux et orageux que nous avons sur la Polynésie à des fréquences très rapides. Donc le prévisionniste aura une situation en temps réel de ce qui se passe et pourra affiner plus ou moins ses prévisions à très courte échéance pour l'aéronautique comme
pour la sécurité des personnes en cas de forte pluie sur les îles. Mieux prévenir les orages, une bonne nouvelle pour les pilotes et pour les marins. La population, elle aussi, pourra profiter de ces estimations plus précises des quantités de précipitations. Une avancée technologique de taille pour éviter les drames. L'imageur satellite, on arrive à retrouver l'ensemble des impacts de foudre qui ont lieu toutes les 10 minutes en fait, sur notre zone. Ça c'était dans la nuit, puis après ça s'est développé assez clairement un atout. Donc avec des images justement comme on a maintenant qui sont actualisées toutes les 10 minutes, on a un suivi en quasi temps réel pour voir l'évolution et puis pouvoir réagir au plus vite. Si on voit qu'un phénomène justement n'a pas forcément été, il y a une petite dérive par rapport au modèle de prévision, on arrive à mieux réajuster avec un temps de réponse plus rapide également pour s'adapter à la réalité. Des photos prises à 36 000 km de la Terre, traitées ensuite par des filtres informatiques, en attendant l'installation du fameux radar. On en parle tout de suite avec notre invitée Virginie Schwarz-Yarana. Merci d'être sur Polynésie la première ce soir. Alors, ce nouveau satellite est une révolution, on vient de l'entendre. Est-ce que l'on doit comprendre que nous ne serons plus surpris par des torrents de pluie, comme cela avait pu être le cas en 2017 ? Notre objectif, effectivement, c'est d'améliorer continuellement la qualité de nos prévisions pour pouvoir mieux anticiper les avertissements aux populations. Et donc, on le fait avec des nouveaux dispositifs d'observation, comme ce satellite, mais aussi, par exemple, ici en Polynésie, en automatisant une partie du réseau climatologique de Polynésie, ce qui nous donne des données en temps réel, alors qu'aujourd'hui, on les a une fois par mois. Et puis, on le fait aussi en améliorant nos modèles, nos outils de calcul. Le modèle qu'on utilise ici en Polynésie a vu un progrès important l'année dernière. En gros, on a amélioré la précision quasiment par 2. Et puis, l'année prochaine encore, on va progresser en étant capable de mieux analyser les situations à risque, les situations peut-être moins probables mais dangereuses. Cet outil, c'est vraiment un outil de performance pour Météo France aujourd'hui. Effectivement, là, on est vraiment avec la mobilisation de moyens qui sont à l'état de l'art international, les meilleurs outils qui sont disponibles pour faire des prévisions météorologiques. Alors, l'installation du fameux radar, c'est aussi un vœu aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous empêche de le réaliser ? Alors, ce radar, aujourd'hui, il nous semble qu'effectivement, ce serait un plus en Polynésie pour contribuer à la sécurité des habitants et aux avertissements. On avance. Maintenant, il faut qu'on puisse sécuriser des financements. Et donc, nous discutons avec l'ensemble de nos partenaires sur le territoire pour trouver ces solutions. Météo France qui a aussi un rôle important pour la sécurité des personnes. Est-ce que aujourd'hui, vous estimez que les moyens sont suffisants au regard de notre territoire qui est aussi grand que l'Europe ? Alors, on met des moyens très importants, effectivement, en Polynésie, compte tenu des risques météorologiques, mais aussi des enjeux climatiques que porte le territoire. Il va y avoir des impacts significatifs du changement climatique. On a déjà commencé à les voir et ça fait partie des raisons pour lesquelles on mobilise ces moyens. Est-ce que la station de Météo France, par exemple, en Polynésie, pourrait être un exemple ou un outil pour les autres stations dans le Pacifique ? Alors, en tout cas, on participe depuis la Polynésie à un projet qui est exemplaire dans le Pacifique sur justement le changement climatique pour arriver pour la première fois à vraiment pouvoir dire à l'échelle des îles quels seront les impacts du changement climatique en 2050, qu'est-ce qui pourrait se passer à l'échelle de ces îles et donc comment est-ce qu'on doit s'adapter dans chaque territoire pour faire face à ces impacts. Et c'était aussi l'un des objectifs d'une convention qui a été signée entre Météo France et la Polynésie en 2021. C'est ce qui pouvait permettre d'orienter les stratégies d'adaptation au changement climatique en 2023. Qu'est-ce qui a été réalisé depuis ? Alors ce projet, il a été lancé. Les premiers travaux scientifiques ont commencé. On parle réellement d'une première pour arriver à évaluer ces impacts du changement climatique. Donc c'est en cours. D'ici fin 2024, début 2025, on devrait avoir les premières simulations, donc ces premiers chiffres qu'on pourra partager avec tous les Polynésiens. Un rapport très attendu par le gouvernement aussi. Merci beaucoup à Virginie Schwarz d'avoir été notre invitée ce soir. Je rappelle que votre mission s'achève vendredi.
Depuis ce lundi, l'Assemblée nationale examine le projet de loi sur la réforme des retraites. Il cristallise les critiques. Les élus ultramarins, entre autres, dénoncent de futurs changements non pensés pour les territoires d'outre-mer où les écarts de niveau de vie avec les retraités de France métropolitaine sont déjà abyssaux. Cette première séance était très mouvementée, comme vous allez le voir dans ce reportage de nos confrères d'outre-mer, la première. Nous sommes là après plusieurs années de débat, des mois de concertation nourris, des engagements présidentiels clairs. Mes chers collègues, on n'est pas dans un amphi, on n'est pas dans une manif, on est dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Le ton est donné, à peine commencé la première séance d'examen du texte en séance publique, que l'hémicycle est déjà en ébullition dès la prise de parole du ministre du Travail. Les critiques fusent contre le projet gouvernemental, à commencer par une partie des députés des Antilles et de la Guyane qui demandent qu'il soit retiré, tout simplement. Qu'il soit retiré, il est rejeté par la population. Si on doit sécuriser un peu plus donc, le système, il y a des gens qui peuvent contribuer. N'allons pas ponctionner encore les plus faibles. Et puis on attend aussi que les Outre-mer existent dans ce texte. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. On s'est battu pour que les petites retraites des commerçants, des artisans, des professions libérales soient mises au même niveau que celles des agriculteurs à taux plein. Les députés ont jusqu'au 17 février pour examiner un à un plus de 20 000 amendements déposés, et ce afin de modifier ce projet de loi sur la réforme des retraites. En cas de blocage parlementaire, le gouvernement menace de dégainer l'article 47.1, voire le fameux 49.3. Si c'est le 49.3, je pense que la réponse se fera dans la rue. J'ai vu un slogan sur une des manifestations récemment, c'était « Si vous nous donnez encore le 49.3, on vous donnera le mai 68 ». C'est donc un véritable marathon parlementaire qui débute ce lundi pour tous les députés, avec pour chambre d'écho la rue, en hexagone comme outre-mer, et les mouvements sociaux et autres grèves qui vont s'enchaîner dans les heures et les jours qui viennent. Un nouvel appel à la mobilisation est lancé aussi par les organisations syndicales locales. Un sit-in sera organisé à partir de 8h devant le Haut-Commissariat. Certains établissements scolaires seront donc fermés, notamment dans le premier degré. Et l'éducation sera l'objet de votre émission L'invité café demain matin. La ministre Christelle Luhartel répondra aux questions d'Ibrahim Ahmed-Azi. Le 20e FIFO, le Festival international du film documentaire océanien, est lancé à la Maison de la Culture depuis samedi, vous le savez. Ce matin, les membres du jury ont été présentés à la presse. Pour la première fois, c'est une personne du pays qui le préside. Marie-Hélène Villiers me succède à Alain Mabankou, qui, pour des raisons de santé, n'a pas pu se déplacer. Le FIFO, cette année, c'est 20 ans d'histoire. Alors, Polynésie, la première partenaire du FIFO depuis le début, vous propose ce soir un programme exceptionnel. En direct de la Maison de la Culture, je vous propose de retrouver Sibelle Plichard depuis Tefari Tawhiti Nui. Donc, bonsoir Sibelle. Qu'est-ce que vous nous avez concocté ce soir pour cet anniversaire ? Bonsoir Ayata, bonsoir à tous. Ce soir, on met les petits plats dans les grands. Toute la technique s'est mobilisée pour vous offrir une émission de premier choix. Pendant 90 minutes, on va se souvenir des temps forts du FIFO, mais aussi débattre autour de la production audiovisuelle en Océanie. Parmi les nombreux invités ce soir qui viendront là sur ce plateau derrière moi, Catherine Alvarez, directrice des documentaires à France Télévisions, ou encore Wallace Cotra, l'un des cofondateurs du FIFO que vous connaissez bien. Des réalisateurs et des producteurs ont également accepté de venir. Anna Marbrook, qui nous vient de Nouvelle-Zélande. Souvenez-vous, elle avait réalisé Loimata, ce film qui a remporté le Grand Prix du FIFO en 2021. On parlera aussi de l'avenir, des nouveaux outils, des nouveaux enjeux dans le Pacifique et donc forcément des nouvelles thématiques qui s'imposeront à nous dans les futurs FIFO. Nous verrons ce que nous réservent les nouveaux outils numériques, la jeunesse. L'un des membres du tout nouveau jury jeune sera avec nous, Tamater et Trompette, il n'a que 19 ans et il travaille déjà en tant que réalisateur. En clair, Ayata, des invités inspirants, passionnés par le documentaire et aussi parfois par la fiction qui se développe. Je ne serai pas seule. Mélodie Ouhila Moafatione de Wallis et Futuna, la première, sera avec moi, ainsi que Sheima Riahi de Nouvelle-Calédonie, la première. Et puis, cerise sur les gâteaux, des artistes se produiront tout au long de la soirée, mais je ne vous en dis pas plus, c'est une surprise. On vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal.
Voilà, rendez-vous donc juste après cette édition. Et c'est la fin de ce journal. Voici l'information principale de ce lundi soir. À la DTPN, plus rien ne va. Son directeur fait l'objet de plusieurs plaintes pour harcèlement moral. Des officiers brisent le silence pour dénoncer les conditions délétères dans lesquelles ils travaillent. Près d'une vingtaine d'agents seraient concernés. Mario Bagner, lui, réfute toute accusation. Voilà, merci de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle semaine. Portez-vous bien et à demain. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.